Bonjour, Mesdames, Messieurs, au nom de Hudson et de Gouberna et ensemble avec les membres de notre panel, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur le thème « Une politique de rémunération durable. Le comité de rémunération est-il fit for duty ?» Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une coopération structurelle entre nos deux organisations, dans le cadre de laquelle nos expertises complémentaires, gouvernance d'un côté et rémunération de l'autre côté, sont combinées pour le bénéfice de nos clients en ce qui concerne Hudson et de nos membres pour Gouberna. Dans ce webinaire, nous souhaitons vous présenter en primeur le fruit de cette collaboration, c'est-à-dire un nouveau guide, un guide pratique, et en discuter avec les invités que je vous présenterai immédiatement. Ce guide est principalement destiné aux entreprises non cotées, telles que les PME familiales ou les organisations actives dans les secteurs des soins. Des entreprises qui souhaitent mettre en place un comité de rémunération ou qui souhaitent optimiser son fonctionnement. En plus, ce guide va vous donner un aperçu des leviers qui permettent de développer une politique de rémunération stratégique et durable. Dans un environnement en constante évolution, les administrateurs ont tout intérêt à assumer leur mission en étant équipés de connaissances suffisantes. Nous espérons pouvoir apporter notre contribution de cette manière. Et donc c'est avec plaisir que je vous présente les membres de notre panel. À commencer avec Madame Anne Cambier. Anne est présidente du conseil d'administration du comité de rémunération de EVS Broadcast Equipment et est membre du conseil d'avis de BeTuned. Soyez la bienvenue, Anne. Merci. Également, Monsieur Jacques van Rijke-Vorsel. Jacques van Rijke-Vorsel est président des cliniques universitaires Saint-Luc. Il est également président de Capricorn Sustainable Chemistry Fund et membre du conseil d'administration de Insight et président de Cofinimo. Une riche expérience en la matière également. Et alors, je vous présente aussi avec beaucoup de plaisir Monsieur Paul-Étienne Sigrist, qui est Senior Manager de Hudson, notre partenaire dans ce projet, cabinet de conseil en RH et en Reward. Et évidemment, Sandra Gobert, directeur exécutif de Gouberna, l'Institut des administrateurs. Passons donc maintenant à la présentation de notre guide pratique. Le programme de la journée est partagé en 4 parties. Tout d'abord, le rôle du comité de rémunération. C'est quoi le comité de rémunération? La composition et le fonctionnement de ce comité. Ensuite, 3e et 4e partie qui seront assurées par Paul-Étienne, une politique de rémunération efficace pour les membres de direction et la rémunération variable, quelle est son architecture et sa durabilité. Débutons avec le rôle du comité de rémunération. C'est quoi exactement un comité de rémunération? C'est un organe consultatif, c'est un organe d'avis, c'est un organe qui prépare les travaux du conseil d'administration. Il soutient le conseil d'administration dans l'exécution de son rôle de leadership. Ça veut dire donc que c'est le conseil qui reste collégialement responsable, c'est donc aussi le conseil qui prend la décision finale. Le comité est constitué à l'initiative du conseil d'administration et donc, lorsque ce n'est pas une obligation légale, comme dans les sociétés cotées ou dans le secteur financier, il s'agit d'un choix délibéré qui doit être bien réfléchi au sein du Conseil. Quelles sont ces tâches de ce comité? Ce comité connaît 4 grands paquets de tâches. Tout d'abord, des propositions relatives à la politique de rémunération, tant des administrateurs non exécutifs que des membres de la direction, ce qu'on appelle executive pay. Dans les sociétés familiales, le scope est même plus étendu à tous les membres de la famille qui sont actifs dans l'entreprise. Deuxièmement, deuxième tâche, des propositions relatives à la rémunération individuelle, à nouveau des administrateurs non exécutifs et des membres de la direction.
avec un choix important, le choix oui ou non pour une rémunération variable, et le cas échéant, Paul-Étienne y reviendra ultérieurement, la définition des KPI appropriés. Troisième tâche, formuler des propositions pour évaluer les performances de la direction. Et alors, je dirais, dernière tâche, mais pas la moins importante, c'est assurer la transparence. La transparence est la pierre angulaire d'une bonne gouvernance, donc c'est vraiment une mission clé pour le comité de rémunération. Veiller à une politique de communication interne et externe appropriée. Alors, qu'en est-il exactement de la mise en œuvre de ces tâches? Et est-ce que cette mise en œuvre est en tendance avec les tendances en face, avec les tendances sociétales actuelles? Nous sortons pour l'instant de la conférence COP26, donc on pense à tout ce qui est durabilité, raison d'être de l'entreprise, mais aussi, malheureusement nous sommes encore en crise Covid, la nécessité de résilience en situation de crise, mais aussi dans un contexte de plus en plus incertain généralement. D'autres éléments comme un engagement suffisant des équipes, des éléments comme stress, burn-out, bien-être, mais aussi diversité et inclusion. Toutes des éléments qui demandent aussi peut-être des nouvelles compétences au sein du comité de rémunération. On y reviendra. Alors, in fine, un point d'attention, la répartition des rôles entre le conseil d'administration, le comité de rémunération, le CEO et la direction. Une bonne pratique parce qu'il y a évidemment lieu d'éviter toute confusion et d'expliciter l'éventail de ces tâches et le cadre de répartition dans une charte écrite. Dans notre guide pratique, nous donnons pour votre inspiration un exemple de répartition de ces rôles dans le cadre de la stratégie de rémunération des membres de la direction. Ça peut être un instrument très utile pour la mise en œuvre des tâches au sein de votre société. En parlant de pratiques et d'instruments utiles, passons aux membres de notre panel pour leur poser quelques questions relatives à leur vécu exact au sein de ce comité. Alors, première question, et je commencerai avec Anne. Anne, pour vous, compte tenu de votre expérience dans différentes sociétés, quelle est pour vous la valeur ajoutée de ce comité? Et est-ce que vous pensez qu'il y a lieu plutôt de combiner comité de rémunération et comité de nomination, ou plutôt de les garder séparés? Alors, si vous permettez, je vais commencer par la deuxième question. Donc, comité de rémunération, comité de nomination, en fait, la réflexion qu'il y a là derrière, c'est de se dire la mission de ces deux comités, elle est toute, pour les deux cas, d'attirer, de motiver et d'engager finalement les collaborateurs dans une certaine entreprise avec un certain but. Donc, mission commune. Opérationnellement, il y a beaucoup de choses qui se croisent parce que, par exemple, quand on fait l'évaluation des bonus, on peut détecter un problème de performance qui, derrière, va enclencher une nomination, une dénomination, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment des rebonds à avoir entre la nomination et la rémunération. Et puis, troisièmement, ce sont les mêmes types de compétences dont on a besoin autour de la table. Hein, une réflexion sur les RH, sur les individus, sur les gens. Et donc, pour moi, ces trois éléments donnent du sens à combiner le comité de rémunération et de nomination. Et d'ailleurs, je les ai toujours vécus combinés quand il y en avait. Oui. Alors, oui, pourquoi en mettre un, en fait, comité de rémunération, hein, quel est l'avantage? Alors, pour moi, le premier avantage est un avantage de cohérence. C'est permettre finalement que tous les leviers de rémunération qu'on utilise dans l'entreprise soient en cohérence avec la stratégie et même avec la culture que l'on veut mettre dans cette entreprise. Donc, vraiment veiller à cette cohérence, et non seulement une cohérence avec la stratégie, mais cohérence à travers le temps. Je dis souvent, en fait, les leviers qu'on utilise dans les comités de rémunération et de nomination, ce sont des leviers du temps long.
ils s'inscrivent dans une perspective à long terme. Et donc, avoir cette capacité d'anticipation, oui, ça demande de la réflexion. Et donc, pour ça, ces comités sont très utiles, obligés à prendre le recul et à regarder les choses avec beaucoup de distance et qui s'inscrivent dans ce temps long. Et puis, bien sûr, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou parce qu'on parle de positions clés, on parle de gens, on parle d'argent à travers la rémunération. Et donc, il est de bonne pratique, effectivement, d'avoir un comité qui règle tout ça. Merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé ces 3 bonnes raisons avec vous. Jacques, de votre côté et compte tenu de votre expertise, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que pour vous aussi, ce comité a une valeur ajoutée? Est-ce que vous voyez une combinaison ou non des 2 comités? Mais je commencerai aussi par la deuxième question. Mais oui, comité, on en parlera plus dans le détail. C'est un comité qui s'occupe des personnes, qui s'occupe de l'organisation. Donc, parler de rémunération, parler de nomination, il y a tellement je dirais, d'interface entre les deux que c'est tout à fait recommandé, en tout cas en ce qui me concerne, d'avoir cela au même endroit dans l'organisation, avec des discussions qui ont lieu au même moment, avec les mêmes personnes. Ça, c'est un. Alors, on pourrait même parler donc d'un élargissement de ce comité. Donc, moi, je suis dans une société où donc le comité de nomination et rémunération s'appelle aussi et de gouvernance. Enfin, ça, on pourra en parler plus tard si l'on veut. Mais c'est pour dire que donc le périmètre est donc peut-être effectivement variable. Alors, à quoi sert un comité de nomination et rémunération? C'est avant tout assurer un alignement dans la durée. Donc un alignement entre, d'une part, la stratégie de la société, d'autre part, le management, et puis l'ensemble des parties prenantes, donc des stakeholders. Les parties prenantes, bien sûr, il y a les actionnaires, ça on le sait, mais il y a donc le personnel, il y a donc l'environnement, donc la planète, enfin bref, donc l'ensemble des parties prenantes. Et le comité est là pour assurer cet alignement et faire des propositions qui font que cet alignement est respecté au niveau des rémunérations et au niveau des nominations donc aussi. Un autre objectif que celui de l'alignement, c'est, on parle de gens, c'est la motivation de l'organisation. C'est que cette organisation soit donc confiante dans le système de rémunération qu'elle a et que grâce à cela, donc, et avec les incentives qu'il faut, donc elle donne le meilleur d'elle-même, donc qu'elle soit le plus motivée possible. Et ça, par exemple, en montrant clairement, dans les décisions qui seront prises par le Conseil sur base des recommandations du comité, que les valeurs de l'entreprise sont effectivement vécues, sont effectivement portées, sont effectivement respectées. Alors, parmi les valeurs, il y a l'éthique. On peut parler de la fairness de la rémunération. Donc, l'éthique, ça, c'est certain. D'autres valeurs qu'on peut avoir, c'est donc l'excellence. En particulier donc, aux cliniques universitaires Saint-Luc. Là, donc, nous sommes avec des médecins, c'est académique, ce sont des professeurs, donc c'est académique, on parle de recherche, on parle d'enseignement, on parle de clinique, donc soins des patients. Il est évident que là, il y a une seule qualité qui est acceptable, c'est la qualité excellente. Il faut être excellent. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir coupler cette valeur avec donc, la rémunération et voir la nomination donc, du personnel. Une autre valeur qu'on voit de plus en plus, c'est l'engagement sociétal. Donc une entreprise est au service de la société. Donc traduisons cet engagement sociétal en Key Performance Indicators, en KPI, qui à leur tour vont se traduire donc, dans la rémunération. Et enfin, dernière valeur certainement qu'il faut pouvoir décliner au travers du comité de nomination et rémunération, c'est la transparence. Il faut que les gens
que tout le monde, et que même les actionnaires au travers donc, des rapports que nous faisons, que tout le monde soit bien convaincu de comment ça se passe et de le faire d'une manière transparente, que ce soit opposable, que ce soit explicable, en montrant donc cette grande cohérence entre, comme je le disais, les différentes composantes, stratégie, donc management et stakeholders. Merci beaucoup, Jacques. Ça me mène à la question, Anne, pour vous, en tant que présidente du comité de rémunération de EVS, est-ce que vous voyez aussi cet alignement entre la stratégie et les stakeholders? Et ça nous ramène à ces nouvelles tendances sociétales. Est-ce que vous voyez un changement au niveau du rôle du comité de rémunération à ce sujet? Alors, je pense effectivement que si j'avais été dans un comité de rémunération il y a 30 ans, on n'aurait probablement pas abordé les mêmes points et on n'aurait probablement pas trouvé les mêmes solutions non plus. Donc oui, je pense qu'il y a un impact énorme des nouvelles tendances. Tout d'abord, au niveau des mécaniques de rémunération, les leviers qu'on utilise, on est de plus en plus créatifs et on utilise d'autres types de leviers. Et puis, voilà, les gens recherchent aujourd'hui autre chose que l'argent. Donc l'argent est important. Et donc, voilà, de manière historique, on retrouve beaucoup de KPI financiers en général pour parler par exemple des variables dans les rémunérations. Mais l'argent, ça ne correspond peut-être plus à ce que tout le monde recherche. Et donc l'équilibre entre, comme l'expliquait Jacques, entre les différentes perspectives, les différents stakeholders est très importante. On a l'équilibre financier, nos actionnaires sont importants et on a une finalité à atteindre à ce niveau-là, mais on a des clients. On a des équipes en interne et puis on a l'impact sociétal, l'environnement dans lequel on s'inscrit. Et donc c'est trouver la bonne balance entre ces 4 perspectives et comment est-ce que la rémunération va pouvoir effectivement s'inspirer et balancer, en tout cas être garant de ce bon équilibre entre ces différentes perspectives qui va être intéressante sans pour autant vouloir tout forcer dans la rémunération. Soyons prudents également à ce niveau-là. Donc vous direz quand même que le scope des travaux du comité a été étendu. Je pense qu'il est étendu et qu'il s'adapte à l'évolution culturelle et à l'évolution de ce que recherchent et valorisent les gens dans les entreprises. Merci beaucoup. Pour établir votre comité de rémunération ou optimiser son fonctionnement, il faut évidemment aussi savoir comment ce comité doit être composé et comment il fonctionne. Donc c'est un deuxième sujet que nous traitons dans notre guide pratique et donc pendant notre webinaire d'aujourd'hui. Une petite introduction plutôt théorique. Tout d'abord, il faut prévoir évidemment une diversité minimale au sein de ce comité. C'est pour ça que nous préconisons un minimum de 3 membres et avec un maximum de 5 membres pour que ce comité ne devienne pas trop grand et pour qu'une bonne organisation des travaux reste possible. Évidemment, j'ai parlé d'une diversité minimale, donc ça veut dire que le comité, dans sa totalité, doit avoir les compétences nécessaires pour répondre aux sujets qui doivent être traités. Et donc ça, c'est au niveau collectif de la composition du comité. Ce sont ce qu'on appelle les hard skills, mais également les soft skills individuels de chaque membre du comité. Et le cas échéant, si on n'a pas toute l'expertise technique au sein du comité, on peut évidemment avoir recours à des spécialistes externes. Leur statut, j'y reviendrai, est peut-être un point d'attention. Alors, l'indépendance, un élément important, il faut prévoir dans ce comité suffisamment d'indépendance. Ça veut dire aussi des administrateurs non exécutifs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les sujets qui sont traités dans le comité sont des sujets qui peuvent susciter des intérêts contradictoires. Donc, c'est pour ça des administrateurs non exécutifs. Et alors, ça veut dire des administrateurs qui satisfont aux critères des codes de bonne gouvernance. Évidemment,
si je dis non exécutif, ça ne veut pas dire que les membres de direction ne peuvent jamais participer. Ils peuvent évidemment être invités aux réunions du comité de nomination. Alors, de rémunération et de nomination, aux deux, évidemment. Évidemment, le rôle du président est très important, ça surtout et aussi en cas où, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, je vais y revenir. Ça doit également être un administrateur non exécutif, ça peut éventuellement être, pourquoi pas, le président du conseil d'administration. Alors, une fois ce comité composé et bien composé, se pose la question comment va-t-il fonctionner ? Alors, il faut suffisamment de réunions pour traiter toutes les questions qui doivent être ensuite reportées au conseil d'administration. En général, on prévoit minimum 2 réunions par an, des réunions assez longues, 2 à 3 heures. Ces réunions doivent être bien préparées. Il faut avoir la documentation à l'avance, c'est-à-dire en temps utile, parce qu'il faut, si on attend des membres d'être bien préparés, ils doivent aussi évidemment avoir l'occasion de bien se préparer. Un petit astuce, c'est de définir un calendrier annuel pour éviter des surprises et des travaux de dernière minute. Mais évidemment, dans des temps incertains comme aujourd'hui, des réunions urgentes sont toujours possibles. Alors, il faut établir, je l'ai dit, on peut faire appel à des avis externes. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, il est conseillé d'avoir une procédure préétablie pour organiser ce genre de recours à des avis externes. Alors, il faut veiller à la mémoire du comité. Donc, en fait, il faut une prise de notes par un secrétaire et ensuite un reporting qui est fait au conseil par le président du comité. Et quand il y a des renouvellements, quand il y a des nouveaux membres qui entrent, il faut accorder de l'importance au onboarding de ces nouveaux membres, mais pas uniquement cela. Aussi, pendant la durée du mandat, il faut veiller à une mise à jour des connaissances et à une évaluation régulière du fonctionnement du comité. Une évaluation du comité, mais également souvent dans le cadre d'une évaluation du conseil d'administration dans sa totalité. Alors, pour finir, et puis je repasse aux membres de notre panel quelques points d'attention, même quelques clignotants, et il y en a 3. Tout d'abord, je l'ai déjà cité, les conflits d'intérêts, et donc les conflits d'intérêts au-delà des conflits d'intérêts légaux, parce que ça, évidemment, c'est bien réglé déjà dans la loi, mais aussi pour les conflits d'intérêts qui ne sont pas purement patrimoniaux. Il faut prévoir une définition, il faut prévoir une procédure si jamais de tels conflits devaient se présenter. Alors, avec un devoir d'information, un devoir d'abstention. Deuxième élément important, deuxième clignotant ou point d'attention, c'est l'équilibre à trouver entre la confidentialité des informations qui sont traitées dans ce comité et quand même le fait que ce comité est un organe consultatif. Donc il faut absolument assurer un reporting transparent vis-à-vis du conseil d'administration. J'en parlerai aussi immédiatement avec les membres de notre panel. Et troisième élément, déjà cité également, c'est le cadre juridique qui est peu clair pour ces experts, parce qu'on va faire appel à des experts qui sont des experts techniques pour enrichir les travaux du comité. Ces experts ne font pas partie du conseil d'administration. Ils ne sont pas membres du conseil et donc ils ne partagent pas la décision collégiale du conseil. Donc, ils ont une position un peu particulière à laquelle il convient de faire attention. Alors, commençons avec une première question pour les membres de notre panel concernant la composition du REMCO. Jacques, si je peux cette fois commencer avec vous, comment est-ce que vous choisissez au sein de vos différentes sociétés les membres du REMCO et quelle est pour vous, j'ai parlé de suffisamment d'indépendance, quelle est pour vous l'importance de l'indépendance des membres du REMCO? Alors, c'est une question vraiment fondamentale. On a vu l'importance
tout à l'heure du rôle du comité de nomination et rémunération, bon, il est clair qu'il faut avoir des joueurs dans ce comité, des membres de ce comité qui assument les responsabilités prévues. Alors, la première responsabilité et donc la première, je dirais, caractéristique que l'on recherche pour un membre du comité de rémunération et nomination, bon, c'est évidemment l'affinité avec le sujet et les compétences nécessaires donc, pour comprendre les différents points d'une rémunération et donc être prêt à s'investir dans le sujet. Mais le tout premier point, c'est l'affinité. Est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas parler de ce genre de choses? Est-ce que j'aime ou je n'aime pas étudier ce genre de choses, approfondir de manière à le faire de manière la plus professionnelle possible? Et on l'a dit, ce n'est pas que du hard, donc c'est également c'est de l'humain. Donc c'est du soft, mais enfin il y a bien d'autres choses que ça aussi. Donc c'est vraiment, on parle ici de la composante humaine de l'entreprise, et donc il faut vraiment faire attention quand on choisit les membres du comité. Une deuxième caractéristique, ça a été dit aussi, c'est la diversité, la complémentarité. Comme ça, le même sujet est regardé de différentes manières. Et personnellement, donc, je suis dans des comités. Donc, je suis président du comité de nomination et rémunération à Saint-Luc et également à Cofinimo, tout en étant président du conseil. Eh bien, le choix donc, et cette diversité dans le choix est un sujet, pour moi, qui est de grande priorité. Et un sujet évident, c'est le partage homme-femme. Et ce n'est pas pour avoir des statistiques, c'est parce que la manière d'appréhender les sujets est différente. Et je trouve que pour les décisions concernant l'humain précisément, c'est excessivement important d'avoir un maximum de couverture du sujet. Et alors, une dernière caractéristique, ou plutôt deux, c'est la disponibilité. Donc il faut le temps pour étudier, et le temps également lors des moments informels d'un conseil d'administration, de parler avec le management, enfin de sentir, donc de parler et donc avoir cette disponibilité, et bien entendu la discrétion. Donc il y a des choses qui se disent, parfois des choses terriblement confidentielles, et sur des gens de nouveau. Donc il faut avoir une garantie de discrétion de la part des membres sur de tels sujets. Voilà, en deux mots, ce que je dirais. Merci beaucoup, Jacques. Anne, vu votre expérience au sein du REMCO, comment voyez-vous la composition, et est-ce que vous voyez une évolution dans cette composition, à nouveau compte tenu des nouvelles tendances sociétales? Je suis assez en ligne avec ce que nous disait Jacques. Pour moi, un point fondamental, je pense, c'est vraiment, et c'est là-dessus que je voudrais mettre le focus, c'est la diversité des profils et la complémentarité sur plusieurs points, mais notamment sur les compétences. On n'a pas besoin d'avoir tout des RH, surtout pas. Hein, on a vraiment aussi besoin d'avoir des gens du business, parce que souvent, les RH, ils font leur petite cuisine de leur côté, mais on oublie qu'il y a du business derrière. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, une diversité au niveau des sensibilités. Voilà, parce que on a besoin de mécanique, on a besoin de rigueur, mais on a aussi besoin de plus de rondeur sur certains points. Et donc, c'est cette complémentarité qui est très intéressante. Et puis, il faut pouvoir l'exploiter, cette complémentarité. Et comment est-ce qu'on l'exploite? Il faut donc des gens qui osent le débat et qui osent mettre les points sur la table, parce que c'est beaucoup de sensibilité. Il y a de l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel, donc il faut sortir de là, il faut cette prise de hauteur, il faut oser mettre les points. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment les éléments les plus importants, je pense, à considérer dans la composition du comité de rémunération, en dehors de tas d'autres choses qui ont déjà été dites.
Parfait, très bien. Oser le débat, on sait bien que le courage est la première qualité ou une des premières qualités de tout bon administrateur. Donc, c'est très intéressant que vous mettez aussi le doigt là-dessus. Je reste avec vous, Anne. Jacques, il a parlé de la discrétion. Dans ma petite présentation, j'ai également parlé de cet équilibre à trouver entre le reporting qui est nécessaire vis-à-vis du Conseil et la confidentialité qui est quand même à respecter vu les sujets quand même très délicats qui sont traités au sein de ce comité. Alors, une bonne pratique, c'est de faire un reporting verbal plus un rapport écrit vis-à-vis du Conseil. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, déjà, nous, systématiquement, les REMCO se passent, on essaye, 2 semaines en amont du conseil d'administration, de manière à avoir le temps de bien repackager tout ça, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a un double reporting, il y a un minutes of meeting, un PV du conseil de rémunération qui est signé par les différents membres du conseil de rémunération. Donc ça, on a vraiment un bon système. Alors jusqu'où on va dans le détail de ce qui était dit? Ça ne sert à rien d'aller mettre le détail de toutes les sensibilités, les avis personnels, tout ce genre de choses. Donc on est sur le fond du débat, quel est le fond du débat, hein, et donc il y a vraiment les points de discussion, et puis quels sont les éléments qu'on doit remonter au niveau du Conseil pour prise de décision. Donc ça, c'est clairement la première chose. Sur base de ça, je refais une petite présentation générale très succincte sur lequel c'est plutôt quels ont été les sujets qu'autre chose. Là aussi, je mets très fort en évidence de quoi est-ce qu'on a discuté et qu'est-ce qu'on doit décider. En général, les points de discussion, sans aller dans le fond, on les mentionne quand même au conseil d'administration parce que souvent, quand on est sur des sujets du temps long, des sujets en profondeur, j'ai pas envie qu'on discute pendant 3-4 comités de rémunération pour arriver ensuite avec une boîte à surprise vers le conseil d'administration. Ça, c'est pas possible. Ils doivent suivre aussi le cheminement qu'on a eu, sans refaire, bien sûr, un comité de rémunération au niveau du conseil. Donc, on mentionne les points qui sont sous discussion, sans aller dans le contenu, hein, mais comme ça, petit à petit, ça mûrit au niveau du Conseil. Et donc, quand on amène le point pour validation, ils sont tout à fait déjà dans le bain. Et puis, il y a les points de validation. Alors, au niveau de confidentialité, oui, voilà, parfois, on surfe sur comment exprimer les choses en préservant cette confidentialité. Un petit truc que j'ai introduit, je me suis essayé à ça une fois ou deux, ça a pas mal marché, c'était pour les choses trop confidentielles mais qui se devaient d'être documentées, de noter ça dans un addendum. Et donc, en fait, l'addendum ne circulait pas de la même manière, mais il a été quand même stocké et enregistré. Et donc, il n'a pas, voilà, les personnes qui ne devaient pas y avoir accès n'ont pas eu accès. Voilà. Merci beaucoup. Point technique. Ces conseils très pratiques, je pense que ça va beaucoup intéresser nos participants. Jean, est-ce que tu vois ça de la même manière ou est-ce que tu as d'autres éléments à partager très brièvement parce que nous sommes Non. Donc, je partage totalement ce qu'Anne vient de dire. Donc, partie écrite avec un PV, donc ça c'est évident. Entre autres, il y a des grilles de rémunération ou des choses comme ça c'est clair que, ne fût-ce que du point de vue gouvernance, il le faut. Mais donc, il y a la partie PV. Et puis alors, il y a une partie orale. Que je fais personnellement, donc... puisque je suis le président du comité de nomination et que je fais personnellement donc, au conseil d'administration. Et là, partie orale, plutôt sur des sujets délicats. Et même là, j'insiste davantage sur les messages que sur les détails. Donc, comme ça, le conseil d'administration est bien au courant de certains messages. Tiens, il y a un sujet là, il y a un sujet là, et on ne rentre pas dans un détail inutile. J'accorde pas mal d'importance à l'informel aussi. C'est-à-dire que donc, à l'occasion, on essaye d'échanger avec l'un ou avec un autre donc des sujets plus délicats. Et par exemple, à la fin de chaque conseil d'administration, c'est le dernier point de l'ordre du jour, le management quitte la salle et on a ce qu'on appelle un point non exécutif.
Et donc, ce sont les administrateurs non exécutifs qui restent entre eux et on discute des sujets, s'il y en a. Et peut-être que ce point non exécutif, ce jour-là, il n'y en a pas. Mais en tout cas, on se donne cette possibilité. Donc, alors, ce n'est plus uniquement le comité de nomination et rémunération, c'est vraiment le conseil d'administration collégial qui, on débat d'un sujet ou d'un autre si c'est nécessaire. Merci beaucoup, Jacques. Avec tous ces conseils très intéressants, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour procéder à l'établissement d'une politique de rémunération équilibrée. Et je passe pour ça la parole à Paul Etienne de Hudson. Merci. Voilà, après avoir vu le rôle, la composition et le fonctionnement du comité de rémunération, on va s'attarder un petit peu maintenant sur la définition de la stratégie de rémunération des dirigeants. Et comment est-ce que l'on peut définir cette stratégie de rémunération? Tout d'abord, une première des questions, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette stratégie de rémunération? Donc, il s'agit de suivre les 5 piliers que vous voyez sur le slide à l'instant. Tout d'abord, le premier pilier, c'est de faire des choix de principes sous-jacents finalement à cette stratégie de rémunération. J'y reviendrai dans quelques instants, mais qu'est-ce que l'on veut atteindre? Ces principes doivent quelque part y répondre. Deuxième pilier, ce sont les critères. Qu'est-ce que l'on veut rémunérer finalement chez ces dirigeants? Est-ce que ce sont des objectifs individuels, collectifs, les deux? Quelle temporalité on veut également mettre par rapport à ces objectifs? Quand est-ce qu'on va évaluer finalement cette performance, à court, à moyen, long terme? Et également, à côté des objectifs qui sont habituellement plus financiers, est-ce que l'on veut mettre également des objectifs qualitatifs? Et également, on a évoqué tout à l'heure l'excellence, est-ce qu'on veut aussi regarder les valeurs ou des compétences même de leadership qui pourraient être prises en compte dans ces critères. Troisième pilier pour définir une stratégie de rémunération, c'est également le positionnement, bien sûr. Dans quel marché de référence on va se comparer? On va aller prendre nos références. Quel positionnement également on va choisir? Est-ce qu'on veut être à la médiane dans ce marché? Est-ce qu'on veut être au-dessus, en dessous? Il existe des modèles d'aide à la décision, notamment des différents critères qui permettent de définir ce positionnement. Quatrième pilier, ce sont les instruments, bien sûr. Qu'est-ce que l'on va offrir en termes de salaire fixe ou variable, à court ou long terme, en fonction des choix préalablement définis? Quels avantages également on souhaiterait offrir à ces dirigeants? Et enfin, cinquième pilier, mais pas des moindres, c'est évidemment les procédures. Qui va décider quoi au sein de pour définir cette stratégie? Les procédures doivent être claires, il doit y avoir une certaine transparence tout en assurant une certaine confidentialité. Évidemment, éviter les conflits d'intérêts aussi. Et notre toolkit tend également à vous apporter un certain accompagnement par rapport à cela. Alors, si je m'attarde un peu plus aux différents reward drivers, donc les principes sous-jacents, le premier pilier auquel je faisais allusion, vous voyez sur le slide suivant qu'il en existe toute une série possible, en fait. Ça peut être un principe sous-jacent de conformité par rapport au marché externe. Ça peut être aussi l'équité interne que l'on souhaite, à laquelle on souhaite répondre finalement dans cette stratégie de rémunération. Mais ça peut être aussi la volonté, par exemple, de renforcer la coopération au sein d'un comité de direction, ou encore d'insérer certains éléments liés à la durabilité, ou encore renforcer une culture de performance, ou encore, selon votre culture ou contexte, rechercher davantage de rentabilité ou d'être un caring employer. Vous voyez toutes les possibilités sur le slide devant vous. Maintenant, elles peuvent vous paraître peut-être tout aussi importantes les unes que les autres. Ce qui est important dans une stratégie de rémunération, c'est justement de faire des choix. De faire des choix, parce qu'une stratégie fonctionne bien quand il y a un certain focus aussi. Et donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est de faire des choix parmi ces différents principes proposés. Pour mettre l'accent également sur un autre pilier dont j'ai parlé, sur le slide suivant, vous voyez le benchmarking. Le benchmarking, c'est important de bien définir ce marché de référence.
Et souvent, on constate que les caractéristiques sont trop similaires à l'organisation pour laquelle on est occupé. C'est important de penser d'où viennent les dirigeants, où est-ce qu'ils sont susceptibles de partir. Et là, on a une approche beaucoup plus large possible. Et finalement, c'est plus un talent pool auquel on doit penser, et de façon un peu plus large dans des secteurs bien souvent connexes. Quel est notre positionnement dans ce marché de référence? Différents éléments peuvent aider à définir si on est au-dessus, en dessous, ou sur la médiane, mais notamment des éléments de guerre de talent, de rareté de talent ou d'expertise recherchée vont influencer la chose. Le business model, bien sûr, dans lequel votre organisation se retrouve, on n'aura pas la même chose dans l'excellence opérationnelle, où on aura un focus peut-être davantage sur les coûts, que dans un environnement très innovant, à la pointe dans son secteur. Des notions de budget, de coûts de remplacement aussi de ces dirigeants seront pris en compte, et également, si on souhaite plutôt favoriser des recrutements internes ou externes des dirigeants, eh bien, le positionnement pourrait aussi s'avérer différent. C'est très important de se mettre d'accord à ce stade et de trouver un consensus sur ces différents points pour ensuite effectuer ce benchmark et ne pas essayer de modifier en fonction de résultats éventuellement requis. Sur le slide suivant, vous pouvez voir comme tout administrateur est un challenger, il est censé défier quand même un petit peu voilà, le comité de rémunération qui viendrait avec des propositions. C'est un exemple avec quelques questions qui pourraient être posées en tant qu'administrateur, mais quelle est la méthodologie de benchmarking dans le cas d'une équité externe qui est choisie, ou également quelle est l'équité interne entre les différentes fonctions de direction au sein du comité. Quelle est la proportion acceptable en rémunération fixe et variable, etc. Je ne vais pas toutes les lire, mais cela vise à vous inspirer, notamment pour challenger votre comité de rémunération. Voilà, alors je me retourne vers notre différents intervenants ici. Et Anne, je voulais vous demander dans quelle mesure la stratégie de rémunération dans les organisations où vous intervenez est-elle définie, d'une part, et puis si c'est une vraie ligne directrice pour des questions concrètes des managers ou dans le cadre de nouveaux recrutements, si c'est une vraie référence pour le conseil d'administration aussi. Alors, est-ce que les stratégies sont définies alors, quand c'est une société cotée en bourse, c'est évident, de toute manière, on a un devoir de reporting à ce niveau-là, donc elles sont en général très explicitées et bien définies. Mon expérience est dans les entreprises de plus petite taille. Voilà, c'est plus compliqué parce que je pense qu'en fait, les gens n'y pensent pas spécialement. Et donc, je pense que si elles ne sont pas bien définies, on risque, et c'est en général ce qu'on voit, de faire un petit peu du au cas le cas. Et donc, justement, cette cohérence à travers le temps long est mise à mal. Donc, voilà, un petit peu deux types d'expériences différentes. Alors, est-ce qu'elles sont appliquées si je fais partie d'un conseil de rémunération, c'est pas juste pour m'entendre parler. Donc, on espère effectivement qu'elle soit appliquée. Donc, plus sérieusement, oui. D'abord, je pense que, en tout cas, nous, on s'est mis quand même un rôle de contrôle dans la mise en œuvre. Alors, on va pas regarder les détails, mais c'est sûr que, quelque part, on jette un petit coup d'œil pour voir si la mise en œuvre se passe bien. Il y a des fois où il y a des exceptions. Il y a des exceptions et que donc, voilà, on discute un cas en disant, oula, on va sortir des lignes directrices. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça nous permet de nous remettre en question sur est-ce qu'on doit adapter la stratégie ou pas? Est-ce que c'est un cas unique? Quelles sont les raisons pour? Et donc, on peut se reprojeter pour effectivement essayer d'améliorer le cadre. Et puis, une dernière petite réflexion sur est-ce qu'elles sont effectivement appliquées. On n'a pas beaucoup parlé du rôle du RH. Mais je pense que là, le rôle du RH, il est très, très important. Alors, c'est très compliqué pour le RH de se positionner dans cette histoire de Remco, parce que quelque part, on demande beaucoup de son support pour la préparation, etc. Je pense qu'il a un rôle essentiel, tout comme le CEO, parce qu'ils vont assurer après la cohérence entre les décisions qu'on prend pour les équipes de management, enfin les équipes exécutives, par rapport au reste de l'entreprise. Donc, cette cohérence est très, très importante. Et puis, le RH, lui, il a ce rôle de s'assurer que les lignes directrices sont bien appliquées, sont bien en ligne. Et puis, il nous remonte les points d'exception, comme je l'ai dit, qui sont assez intéressants. Merci, Anne. Est-ce que vous partagez justement cette opinion, Jacques, par rapport à l'importance du RH, justement, son rôle? Et puis, je me permets également de vous poser cette question par rapport à la stratégie de rémunération
si elle est bien définie et à quoi elle sert finalement. Oui, donc commençons par la stratégie de rémunération. Bon, dans les environnements que je connais, cette stratégie est effectivement définie. Et non seulement elle est définie, mais elle a fait l'objet de réflexions vraiment approfondies, non seulement au sein du comité de nomination, mais également avec l'aide de spécialistes en la matière, pour nous guider et faire en sorte que la stratégie soit vraiment l'expression d'une volonté de traiter les dirigeants de la manière la plus motivante possible, mais également de la matière la plus juste possible. Et parfois, il peut y avoir des tensions entre ces deux concepts. Et donc ça, c'est manifeste. Et d'ailleurs, cette stratégie de rémunération, moi personnellement, je l'ai connue dans certaines entités. Elle a fortement évolué à l'occasion de changements de CEO. À l'occasion de changements de CEO, on s'est rendu compte que cette stratégie, peut-être, s'était un peu usée dans le temps et qu'il fallait absolument la moderniser. Et donc, on profite de ces occasions-là quand c'est nécessaire. Et normalement, ça devrait se faire indépendamment. Mais enfin, quand on reçoit le signal, je crois qu'il faut l'intégrer. Oui, la stratégie donc est formulée, elle est mise en question d'une manière régulière. Dans une société-là, tous les 2 ans, on fait un benchmark. On parlera du benchmark plus tard, mais donc on fait un benchmark pour être donc convaincu que nous sommes dans le bon. Alors les RH, évidemment, ils ont un rôle très important. Mais je les considère comme étant importants donc, dans 2 sens. D'abord pour la remontée de ce qui se vit. Donc normalement ils sont au courant de choses que peut-être le management ne sait pas. Donc faire remonter ce qui vit certainement. Et ils ont un rôle d'expertise qui doit nous permettre aussi là, de nous guider dans la professionnalisation de ce que nous établissons, certainement. Jacques, en ce qui concerne les études de benchmark, dans quelle mesure finalement vous les utilisez finalement pour assurer une certaine équité externe? Quelle méthodologie utilisez-vous? Et puis, en parallèle, comment gérez-vous l'équité interne entre les fonctions dirigeantes et de trouver finalement cet équilibre entre équité externe et interne? Bon, donc, le benchmark est clairement un outil. Mais ce n'est qu'un outil. Et donc, on l'utilise de manière tout à fait systématique et d'une manière périodique aussi. Donc, on remet en question périodiquement, 2 ans, 3 ans, les résultats d'un benchmark préliminaire et on essaye de faire un double check pour voir ce qui a évolué. Ça, certainement, on l'utilise. Mais on l'utilise quand même avec grano salis. Hein. On prend ce qu'on appelle des comparables. Hein. Alors c'est le marché de référence. Mais c'est quoi le marché de référence? Cofinimo, est-ce que c'est l'immobilier? Saint-Luc, est-ce que ce sont les hôpitaux? Et puis là, on vous dira, oui, mais il y a les hôpitaux universitaires, il y a les hôpitaux généraux, et puis il y a le nombre de lits. Enfin bref, il y a toute une série de paramètres qui interviennent tout de suite. Et donc, donc les benchmarks, ils sont là. Mais il faut, nous en tout cas, on les regarde à l'aune de 3 autres dimensions. Est-ce qu'on compare un CFO et un CFO? Mais est-ce que le niveau de complexité des 2 fonctions est la même? Est-ce que le niveau d'autonomie ou de demande de créativité des 2 fonctions est la même? Et troisièmement, est-ce que le niveau d'impact est le même? Et alors, bien sûr, il faut là pouvoir interpréter les chiffres en tenant compte de ces 3 composantes. Donc ça, c'est clair. Alors, concernant l'équité externe, il y a les KPI qui sont quantitatifs, hein, des chiffres,
des taux d'occupation, des earnings per share, enfin, il y a des tas de cash flow opérationnels, enfin bref, tout ça, ça existe évidemment. Donc ça, c'est le quantitatif, et je dirais que c'est la partie, appelons-la facile. Puis, il y a le qualitatif, qui est, bon, dans quelle mesure est-ce que l'entreprise évolue dans la bonne direction du point de vue leadership sur ses marchés. Alors, on peut prendre des parts de marché et autres, mais enfin, bref, ce sont des questions donc qualitatives. Dans laquelle manière est-ce que le management a vraiment travaillé comme une équipe, hein, dans quelle mesure est-ce que le développement durable est vraiment introduit et vécu. Et là, je suis très heureux de l'entendre, de le lire, c'est qu'il y a une taxonomie qui est en train de se mettre en place pour les ESG, et je suis vraiment très content, ça nous permettra certainement de travailler de manière plus professionnelle. Puis il y a une troisième composante qui pour moi est très importante, c'est qu'une fois qu'on a les résultats, des sommes, des divisions et des soustractions, ben, on doit se dire, et se regarder dans les yeux en disant, est-ce qu'on trouve que c'est juste ? Quelle est la part, appelons-la du hasard, qui parfois est un hasard favorable, et parfois un hasard défavorable. La crise du Covid a été un exemple, donc, où pour les uns ça a été favorable, et pour les autres ça a été très... Et là vous prenez un recul, effectivement, et vous posez un jugement situationnel, tout à fait, si je puis dire. Et c'est important de pouvoir l'expliquer. Non seulement vous intéresser, forcément, mais il faut pouvoir l'expliquer également aux parties prenantes. Nous avons un rapport de rémunération pour les sociétés cotées, et là, il faut dire, attendez, le résultat, c'était ça, eh bien, nous en fait autre chose. Et on doit expliquer pourquoi. Et on le fait, donc, et on le fait d'une manière tout à fait sérieuse. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, après avoir défini une stratégie de rémunération, il s'agit également de traduire finalement les décisions stratégiques en décisions assez concrètes pour mettre sur pied cette stratégie de rémunération, à la fois en ce qui concerne le salaire de base, salaire fixe, avec les outils dont on a parlé de benchmarking et avec le recul nécessaire évidemment par rapport à ces informations objectives du marché, l'équité interne également et les notions de statut à définir. Il y a également les décisions en matière de variables à court terme qui doivent être prises et des décisions sur le variable à long terme, décisions sur le salaire variable à long terme que l'on observe peut-être davantage dans des grandes sociétés où il y a effectivement une certaine récompense sur le long terme qui est davantage encouragée. Ça permet également d'avoir une certaine rétention au niveau des dirigeants et puis d'optimiser via des actions, des options d'achat, de réaction, de façon un peu fiscale les choses et puis d'aligner aussi quelque part les intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Et puis il y a cette notion des décisions de gouvernance également qui doivent être ces décisions qui doivent être prises par rapport aux procédures dont on parlait tout à l'heure et de la transparence souhaitée. Je vais faire un focus un peu plus important sur la rémunération variable. Donc sur le slide suivant, vous voyez qu'il y a 4 points que nous avons souhaité mettre en avant pour définir finalement cette rémunération variable. Eh bien, il y a déjà tout d'abord une définition d'objectifs qu'il faut pouvoir faire. Quels sont les KPIs que l'on va pouvoir mettre en place? Et il y a différents équilibres en fait à trouver. Déjà le niveau des objectifs. Est-ce qu'on va mettre ces objectifs au niveau de l'entreprise, du groupe, voire du groupe si c'est le cas, mais également de département, de business unit. Évidemment, les dirigeants ne peuvent pas avoir forcément le même impact sur l'ensemble de ces objectifs. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport au niveau dans l'organisation de ces objectifs. Également, ces objectifs doivent-ils être collectifs ou individuels, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a parlé des valeurs, des compétences qui peuvent être également évaluées au niveau des membres du comité de direction? Et puis, les paramètres quantitatifs sont bien souvent la référence première, chiffre d'affaires, rentabilité, mais les paramètres qualitatifs qui pourraient être portés sur des aspects d'innovation, de projets qui sont réalisés, qui touchent à leur fin, ou encore la satisfaction de parties prenantes telles que les clients ou les employés peuvent également être des objectifs qualitatifs qui peuvent intervenir.
Alors, le deuxième point, après cette définition des objectifs, c'est des décisions concrètes par rapport au risque, en fait. Dans quelle mesure on souhaite stimuler un certain risque? Est-ce qu'il est sous-stimulé quelque part? Il faut une bonne proportion également entre fixe et variable, bien sûr, dans le contexte de l'organisation à la fois interne et externe, avec les possibilités à disposition. Troisième point, en ce qui concerne le budget, est-ce qu'il s'agit d'une enveloppe fermée ou une enveloppe ouverte que l'on veut utiliser pour gérer ce budget? Comment on va déterminer ce budget? Est-ce que c'est un pourcentage ou un montant dans l'absolu? Et puis la fréquence de révision également avec le conseil d'administration est un aspect aussi par rapport au budget qui est à déterminer. Quatrième point pour définir, pour prendre la décision concrète sur la rémunération variable, c'est au niveau de l'architecture. L'architecture est très importante, il ne faut pas qu'il y ait d'effets indésirables. Évidemment, il faut songer à des minimums, des maximums, peut-être un seuil à partir duquel on peut déployer la rémunération variable selon des niveaux de performance attendus. Il faut aussi que ce ne soit pas un droit acquis quelque part, il faut que ce soit suffisamment motivant, stimulant. Et puis, le nombre de paramètres aussi, bien souvent, il est assez étendu. Nous conseillons plutôt de se concentrer sur les paramètres les plus importants, de bien penser au poids de ces paramètres et l'interaction qu'ils vont avoir entre eux. Est-ce que c'est un système additif? Est-ce qu'on veut additionner ces paramètres ou éventuellement un effet multiplicateur? Alors, ce sont bien sûr des équations mathématiques, mais évidemment, comme le mentionnait Jacques tout à l'heure, il y a également un aspect de jugement situationnel à avoir par rapport aux résultats de cette architecture niveau variable. Alors, ce que l'on observe sur le slide suivant aussi, c'est que la rémunération variable peut être un vrai levier pour intégrer des notions d'entrepreneuriat socialement responsable. Et on s'en réfère notamment aux objectifs en fait, des Nations Unies, de durabilité des Nations Unies, où il y a la possibilité évidemment d'intégrer des notions telles que la lutte contre les inégalités, donc évidemment l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et on en revient notamment par rapport à la diversité nécessaire au sein des conseils d'administration et des comités de rémunération, par rapport à ces objectifs qui pourraient être intégrés. Il y a des notions de tension salariale aussi dans les inégalités entre la rémunération la plus élevée et la plus faible, et puis également entre les différents membres de direction au niveau de l'âge, entre les plus âgés et les plus jeunes. Et puis on observe également beaucoup d'aspects non financiers qui viennent également par rapport à la santé mentale, le bien-être ou encore l'apprentissage tout au long d'une vie et la politique de mobilité, on n'en a jamais autant parlé effectivement, qui peuvent être intégrés également dans la rémunération. Enfin, sur le slide suivant, vous pouvez voir à nouveau, comme l'administrateur est un challenger, je le répète, eh bien, différentes questions qui peuvent être intéressantes et inspirantes. La rémunération variable est-elle finalement un incitant suffisant à la performance? Comment est-ce qu'il faut éviter une prise de risque quelque part excessive par rapport à cette rémunération variable? Quelle est la nature des objectifs? On en a parlé à plusieurs reprises. Et je me tourne du coup vers Anne Cambier pour vous demander finalement quelle est votre opinion, évidemment, votre vision du rapport entre le salaire fixe et le salaire variable. Finalement, dans quelle mesure la culture ou d'autres paramètres jouent un rôle dans ce domaine? Alors, le variable, tout d'abord, sa première mission, je pense, c'est d'être un motivateur. Et ça, je pense que ça paraît évident, mais dans beaucoup de structures, en général, il est plutôt démotivateur que motivateur. Donc, c'est déjà quand même quelque chose de très important à tenir en compte. Et moi, j'aime beaucoup le variable parce que c'est aussi un élément qui permet de guider les comportements. Et donc, c'est un driver de changement, en fait. À travers le variable, en fonction des paramètres et de la manière dont on va le travailler, eh bien, effectivement, on va ancrer une culture différente. On connaît tous les variables très agressives des vendeurs, c'est une culture de performance. Tiens, on met un variable beaucoup plus sur le collectif. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on est dans des gouvernances beaucoup plus participatives. On peut avoir des variables sur du court terme,
ou sur du long terme. De nouveau, c'est des cultures d'entreprise différentes en fonction des pondérations. Et puis, il y a le qualitatif ou le quantitatif. On a été quand même, je suis un petit peu provocatrice, mais on a parfois été peut-être tout smart. On parle toujours des objectifs smart, derrière les variables, etc. Mais arrêtons de vouloir être tout smart, parce qu'à un moment donné, il y a le bon sens, il y a le qualitatif, il y a le jugement. Tous ces éléments-là, c'est vraiment très, très important à prendre aussi en considération dans le variable. Et puis, pas d'usine à gaz. On a tendance à vouloir absolument mettre tout dans la rémunération, à un tel point que plus personne n'y comprend rien, et donc on ne sait même plus sur quel bouton il faut appuyer. On espère que le résultat, à la fin, va donner quelque chose de bien. Et ça, vous rejoignez une certaine simplicité. On peut en sourire, mais bon Dieu, on le voit quand même très, très fréquemment. Donc moi, le variable, je pense qu'il est très important. Il faut qu'il soit travaillé par rapport à la culture, et trop peu on met ce point en évidence, je pense. Quelle culture on veut véhiculer, et puis restons simples et ne voulons pas vouloir être trop intelligents. Merci Anne. Et Jacques, justement, j'ai envie de mettre un petit peu en perspective par rapport au secteur non-profit, parce que bon, on met en avant les intérêts du variable, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement vivre suffisamment de façon réaliste dans le secteur ? Oui, alors là, c'est une très très bonne question, et je ne crois pas qu'elle ait jusqu'à présent eu une réponse satisfaisante. Mais, et j'y reviens. Mais d'abord, c'est quoi le variable ? C'est pour moi l'expression de ce qui est obtenu ou réalisé en plus de ce qui est, appelons ça un budget raisonnable. Alors là, évidemment, il y a une partie, qu'est-ce que c'est qu'un budget raisonnable ? Le jugement intervient, et donc le challenge des supports de conseil d'administration doit pouvoir dire, voilà, ça, donc je trouve que c'est le budget, et ça c'est la BSP. Tout ce qui est fait en plus de ce budget raisonnable mérite une compensation et doit être, comme on disait, un motivateur. Alors, personnellement, je vois trois composants dans la rémunération. Il y a le fixe, puis il y a ce qu'on appelle le STI, le Short Term Incentive, et puis il y a le LTI, donc le Long Term Incentive. Et le short term, bon, c'est vraiment la rémunération du moment, donc un projet qui a bien fonctionné, enfin ce qui s'ensuit, et avec les KPI, donc c'est ça. Mais le long term incentive, ben, ça traduit justement le fait que l'entreprise évolue bien, donc d'une manière durable dans la direction que l'on veut. Et ça peut être des stock options, ça peut être carrément des rémunérations cash, mais il y a toute une série de méthodes pour ça. Mais il faut, et d'ailleurs le législateur le demande, une vesting period. Donc il faut les 3 ans, enfin whatever, donc avant de pouvoir y toucher, pour être sûr que ce ne soit pas, que le résultat ne corresponde pas à une prise de risque excessive. Et là, dans nos systèmes, en tout cas en certains endroits, nous avons un système de cut-off et de maxima. Cut-off, vous n'arrivez pas à 80% de votre budget, qui était pourtant jugé raisonnable, eh bien, 0. Point. Et c'est connu, donc ce n'est pas une surprise. C'est défini comme ça. Ce sont les règles du jeu. Bien sûr. Donc, ça, c'est donc le cut-off, bon, 80%. Et un maxima, c'est-à-dire que pour de nouveau éviter des prises de risques excessives, on dit, écoutez, donc non, voilà, donc ce sera plafonné à autant de pourcents, par exemple 50% de ce que c'est qu'un budget, un variable nominal. Donc ça, on essaye de se protéger de ce côté-là. Alors maintenant, les chiffres. Quel est le pourcentage de l'un et de l'autre et tout ce qui s'ensuit ? Moi, je crois que ça dépend d'abord de l'industrie. Il y a des industries qui sont plus agressives que d'autres. Ça dépend de la culture, très, très justement. Ça, c'est clair aussi. Mais également, ça dépend du niveau de la fonction. Donc, les fonctions vraiment supérieures qui ont vraiment un impact doivent accepter de courir, parce qu'on voit le variable comme étant un plus,
mais ça peut être un moins. Et donc, enfin en tout cas à 0 par exemple. Donc ils doivent accepter, ayant plus d'impact, qu'ils prennent plus de risques eux-mêmes dans leur rémunération. Et donc, plus on monte dans l'organisation, plus les pourcentages. Voilà, c'est lié. Et alors, je dirais aussi, attention aux faux variables. Le nombre de fois que j'ai connu des situations où une personne considérait comme variable la différence de variable entre l'année en cours et l'année précédente. Donc, il dit, mon vrai variable, c'est le variable l'année dernière, enfin, de cette année-ci, moins le variable. Donc, il faut faire attention à ça. Merci pour le conseil, oui. Et moi, je le dis toujours, attention, le variable, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un budget raisonnable, le variable, et il retourne à 0 chaque année. Il y a un reset. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Bon, Saint-Luc et les hôpitaux en général, et les hôpitaux académiques en particulier, bon, ce sont des institutions très particulières. La première chose, c'est qu'elles sont risques adverses. Bien sûr, il y a de l'innovation, bien sûr, on y fait la médecine enfin, on développe la médecine du futur, on fait de la recherche, on fait tout ça, mais quand il s'agit du patient, ben, le risque est le minimum possible. Et donc, on ne veut pas avoir de système de rémunération qui encouragerait une prise de risque entrepreneuriale, par exemple. Donc, certainement pas. En tout cas, pour la population médicale. Deuxième caractéristique, toujours pour les populations médicales et soignantes en général, là, donc j'y mets également donc, tout le corps infirmier, ce sont des fonctions qui sont terriblement barémisées. Donc, nous vivons donc, avec des interventions de l'État, donc tout ça est très, très barémisé, et nous n'avons pas des degrés de liberté qui permettraient de dire ben, on donne un bonus et vous pas, donc enfin, etc. Donc, nous n'avons pas ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des toutes petites portions qui peuvent être faites, mais absolument pas dans la même proportion que ce qu'on rencontre dans le privé. Et alors, un dernier point aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est du non-for-profit. Et donc, ben, tout le monde est mis à cet enseigne-là, le conseil d'administration aussi. Donc, généralement, ce sont des bénévoles. Et donc, c'est un autre modèle qui fonctionne et dont les leviers de motivation sont différents de ce qu'on peut rencontrer dans l'économie de marché. Merci Jacques. Anne, encore une question par rapport aux critères qualitatifs. Donc, on en a parlé pas mal. Quelle est votre expérience par rapport à l'intégration de ces critères qualitatifs, notamment de durabilité dans les systèmes de rémunération? Parce que c'est une approche qui est souvent remise en question. Est-ce que c'est réaliste? Quelle est votre opinion? C'est très compliqué, en fait, le qualitatif. Alors, je pense qu'il a un intérêt, le qualitatif. C'est d'abord, il va redonner la place au manager. Parce que quand on a du qualitatif, je dois déterminer un objectif, je dois me creuser la tête sur ça. Et puis après, je dois effectivement prendre ma responsabilité, mon bon jugement, tout mon art de manager pour pouvoir évaluer ce qualitatif de la manière la plus éthique possible. Donc toute la question, oui, mais délit de sale gueule, voilà. Donc il y a vraiment là une remise en place d'une structure qui tourne autour de l'humain, avec toutes ses forces et avec tous les petits travers qu'il peut y avoir. Donc, le qualitatif peut être intéressant. Il est surtout aussi intéressant parce que il est lié derrière à une culture de feedback. Forcément, quand je donne du qualitatif, derrière, il y a beaucoup plus d'accompagnement, de nuances qui peuvent être apportées. Il permet de remettre vraiment l'intelligence au centre de la chose. Mais après, voilà, est-ce que le qualitatif doit être payé, pas payé, à quelle hauteur? De nouveau, là, je pense qu'on retourne sur la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer. Un tout grand merci, Anne, pour cette dernière intervention. Donc, je vais vous remercier, Jacques et Anne, pour votre intervention lors de ce panel. Merci également, Sandra Gobert, d'avoir organisé avec nous ce webinaire. On est un peu pris par le temps. Malheureusement, on continuerait bien la discussion avec vous. Alors, dans ce webinaire, effectivement, on n'a pas pu couvrir l'ensemble, qu'un nombre limité d'aspects. Notre grille de pratique vous donnera un aperçu plus large, évidemment, des meilleures pratiques qui peuvent vous inspirer.
marché, des conseils pratiques pour démarrer dans le domaine. Le guide est conçu comme vraiment un PDF très interactif avec une navigation très aisée. Il vous sera envoyé suite à ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et il sera également envoyé à tous les membres de Guberna. Si vous souhaitez obtenir plus de conseils ou d'accompagnement en matière de gouvernance ou de politique salariale, vous pouvez contacter évidemment Sandra Gobert ou moi-même, Paul-Étienne Sigrist. Ce webinaire a été évidemment le coup d'envoi d'une série d'initiatives qui seront lancées en 2022 et donc gardez un œil sur notre calendrier. Je vous remercie et à très bientôt.